Bonjour à toutes et à tous. Après avoir travaillé durement dans leur maison pendant 18 ans, après l'avoir aménagée, transformée régulièrement, et bien aujourd'hui, Laurence et Philippe et leurs deux filles sont assez heureux de nous accueillir pour nous parler justement de toute cette transformation et du bonheur qu'ils ont à vivre tous les jours dans cette maison située dans la région de Tournai, une habitation qu'on découvre après le sommaire. Ce magnifique hôtel particulier signé Victor Horta pourrait être un musée, mais ses habitants en ont décidé autrement. En province du Luxembourg, deux enfants du pays ont transformé une fermette de 150 ans en un gîte nature et authentique. De la mousse sculptée, du design haut de gamme et une imagination débridée, c'est en Belgique que sont fabriqués ces meubles colorés. Attention, image d'exception. Dans la dernière mine de Wallonie, on extrait toujours le marbre noir de Mazie. Dans la maison de l'émission, Sarah voudrait déjà profiter du jardin. Robert va l'épater en bricolant avec les restes du chantier. Philippe, je trouve que cette photo finalement est assez représentative de l'état de la maison avant les transformations. Au départ, ce n'était pas qu'une habitation. Non, ça a été une forge après-guerre et après ça a été une boulangerie. Donc on a eu pas mal de travaux à faire en démolition, mais ça a été fait sur plusieurs années évidemment. On voit bien sur ces photos, c'était une imbrication de toute une série d'éléments. Finalement, cette habitation, il a fallu lui donner une unité. Oui, à mon avis, c'est une maison qui a 150 ans et ils ont dû faire un corps de logis principal. Et par après, refaire l'atelier de la forge, un hangar. C'est devenu après une boulangerie avec un four à pain. On va parler de tous les travaux extérieurs. On va aussi beaucoup évoquer le travail à l'intérieur parce qu'il y a eu énormément d'huile de bras. Hein. On y va? On va découvrir ça? Allez. Là, j'ai l'impression que je vais devoir faire attention à certaines hauteurs de portes. J'ai l'impression, Philippe, que ces portes, c'est à peu près la seule chose que vous n'avez pas osé casser dans la maison. Oui, c'était voulu parce qu'on a voulu garder l'aspect d'origine de la maison et un petit peu les choses qui étaient à notre goût. Et puis on s'est attelé à casser plutôt les murs, comme celui-ci par exemple. Là, j'étais au départ dans une des annexes. Oui, c'était un poulailler avec un petit four à pain, puisque ça a été une boulangerie. Et là, on a tout cassé, on a gardé le plafond et les voussettes parce que c'était sympa. Et puis on a fait les ouvertures pour avoir vue sur le jardin. Côté des plans de travail de la cuisine aussi, hein, ça a bien changé. Au départ, c'était un petit cotte, comme on dit. Oui, c'était une cuisine basique avec un pan de mur à gauche, un pan de mur à droite. Et on a une fenêtre et une porte. Et puis on a abattu le pan de mur pour mettre la verrière, donner un petit cachet supérieur à la maison. Alors vous avez vécu pendant à peu près 18 ans dans les travaux. D'autres se lancent dans des pareils un peu fous. Hein. C'est de vivre dans une maison classée, une maison très importante au niveau du patrimoine bruxellois et belge. Mais vous allez voir que ça vaut le coup finalement de tenir comme ça son pari. Bruxelles, écrin de merveilles Art Nouveau. Parmi les plus connues, celle que l'on doit bien sûr à l'architecte Victor Horta. Comme ce bijou de 1000 mètres carrés, conçu en 1904 sur la prestigieuse avenue Louise. On s'attend à y trouver des bureaux, voire une galerie d'art, mais passé la superbe porte cochère, l'ambiance est plutôt gazouillis et premier pas. Victor, 9 mois, nous accueille. Michel Gilbert et sa femme Olga n'ont pas seulement voulu préserver la bâtisse, ils ont décidé d'y vivre en famille. Plus qu'un choix, un engagement total. On doit accepter de mettre son pied dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Les maisons d'Horta étaient des maisons très personnalisées, parce qu'Horta avait une clientèle qui voulait justement se différencier. Si on n'aime pas le décor qu'il y a dans cette cage d'escalier ou les mosaïques au sol, il ne faut surtout pas acheter cette maison. Donc quand on l'aime, c'est très facile. Et pour l'aimer, Michel et Olga l'aiment, car vivre dans une maison classée, qui plus est signée Horta, c'est entrer en religion. Rien, ou presque, ne peut être entrepris sans autorisation de la direction des monuments et sites. Alors, comme dans toute histoire d'amour, il faut faire des compromis. En hiver, ça peut descendre à 15-16 degrés. Il n'y a pas de miracle. Je ne peux pas changer les châssis, je ne peux pas appeler une firme qui fait des châssis en PVC, triple vitrage, bien entendu. Si Horta devait reconstruire sa maison aujourd'hui, il l'adapterait et il ferait certainement des merveilles parce que le génie, il l'avait, mais aujourd'hui, on vit différemment.
Au niveau décoration, la tentation était grande de recréer une atmosphère typiquement Art Nouveau. Le couple a au contraire choisi d'y intégrer œuvres et mobilier parfois ultra contemporains. Paradoxe, pas vraiment. Finalement, l'Art Nouveau, c'est quoi? C'est du contemporain. C'était un gros coup de pied dans l'establishment de l'époque et dans tout ce qui existait. Donc, je pense que c'est assez logique de se retrouver 100 ans plus tard avec des objets très modernes. Autre challenge, comment ne pas se laisser dépasser par l'immensité et la beauté du lieu, lui donner la chaleur et la convivialité nécessaires à tout foyer. Comme on l'a fait avec tant d'amour, la décoration, chaque pièce, chaque objet était choisi avec soin. On se sent bien enveloppé chez soi. Et pour mettre de la vie dans la maison, rien de tel que les enfants qui, eux, y verront surtout un extraordinaire terrain de jeu. S'il fallait encore vous convaincre de la passion sincère d'Olga et Michel, sachez que Victor accueillera d'ici quelques semaines une petite sœur qui, oui, vous êtes en train de le deviner, se prénommera Horta. Laurence, on se retrouve maintenant à l'étage dans la chambre de votre fille aînée, Perrine. C'est vrai que quand on regarde un petit peu l'ensemble, on a l'impression que vous avez profité du moindre espace. Oui, en fait, comme la chambre est adossée à la salle de bain, on a pu lui créer son petit espace salle de bain pour elle aussi. C'est quoi l'univers ici à l'étage? Parce qu'il y a eu beaucoup de transformations aussi. Oui, on a l'avantage d'avoir de grandes pièces, donc on a pu créer un espace, un univers pour chacune de nos filles. Elles ont pu choisir les coloris, etc. et aménager leur chambre comme elles le désiraient. Alors justement, ici, si on retrouve une salle de bain sous la pente de toit, dans la chambre de votre deuxième fille, on va retrouver une autre astuce. Cette astuce, Virginie, eh bien, c'est cette tête de lit un petit peu particulière. Et oui, parce que quand on est dans un volume comme ça sous toiture, eh bien, c'est difficile de placer une garde-robe contre les murs. D'où l'idée. Voilà, de recréer finalement une paroi qui est parallèle au pignon, derrière laquelle on va pouvoir intégrer le rangement, la garde-robe. Et puis de l'autre côté, ça sert un petit peu de tête de lit pour placer le lit. Je suis épaté par le rangement de cette jeune demoiselle. C'est l'avantage aussi de ce genre de système. Finalement, comme on ne voit rien, on peut de temps en temps laisser un petit peu de bazar. Mais là, c'est propre. Hein. C'est bien, hein, c'est plutôt bien. Je vais faire un petit tour à l'extérieur, tiens, maintenant. Bruno, pour créer cette uniformité au niveau de la façade dont on parlait tout à l'heure, vous avez utilisé ici un enduit qui est un petit peu particulier. Oui, en effet, étant donné que les façades, elles étaient vraiment disparates et qu'on avait des supports totalement différents, de la pierre, de la brique, des parties écaillées, des parties chaulées, on a décidé de pratiquer au badigeon de l'ensemble des façades. Et ce produit a vraiment la particularité de colmater et d'uniformiser vraiment tout le support. Est-ce que pour l'humidité, ce système apporte aussi quelque chose? Oui, tout à fait, puisque par après, on applique des peintures respirantes minérales. Le support est totalement respirant, 100%. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant dans les Ardennes, région que l'on aime ô combien. Il était une fois une belle maison de campagne perdue au milieu de nulle part. Nous sommes en province de Luxembourg, dans la commune de Manet. Cette bâtisse typiquement ardennaise est aujourd'hui un gîte très accueillant. Mais quand le couple de propriétaires a réalisé un vieux rêve en rachetant le bâtiment, c'était une ancienne ferme en ruine. Aidés par une architecte, ils ont entrepris un gros travail de rénovation qui a duré 20 mois. On voulait conserver un maximum de l'origine de la maison, tout en y incrustant ou en y intégrant des choses qui le faisaient sortir du commun. C'était des petites pièces à la base, très fermées parce qu'on chauffait seulement une pièce. Et donc on s'est dit on va ouvrir et on va faire de cet espace quelque chose de chaleureux mais de grand. Joël, le propriétaire, est ébéniste. Le choix des matériaux s'est donc fait tout naturellement. Le bois est omniprésent et il n'a pas fait un grand trajet pour arriver ici. C'est des bois qui viennent de la forêt. Mon père est allé les couper. Et on les a façonnés et placés, simplement. Il n'y a pas de produit dessus, rien du tout. Autre réalisation maison, cette cheminée à double cassette qui marie le bois et la pierre. Quant à l'escalier, c'est aussi de la récup, puisque Joël l'a construit autour d'un tronc d'arbre trouvé sur un chantier forestier. J'ai vu là un gros chêne qui venait d'être coupé. Je me dis il conviendrait bien pour enrouler l'escalier autour. Et on a dû l'entrer par le toit.
C'est la même démarche qui a été utilisée pour fabriquer la table du salon. Quant à la déco, rien de neuf non plus. Tous les objets avaient une histoire avant de meubler aujourd'hui le gîte. Et quand ils ne faisaient pas assez vieux, ils ont été recouverts d'une patine. Seule entorse, finalement, au confort moderne, ce sauna niché sous les combles et cette baignoire à bulles posée dans ce qui ressemble à une grotte. Une autre idée très originale des propriétaires qui sont fiers de l'incertitude qui gagne les hôtes à leur arrivée. Bon, les premiers arrivent, puis ils se disent on arrive les premiers donc on va choisir notre chambre. Et en fait ils voient une chambre, ils disent on va prendre celle-là, puis quand ils voient les autres, non on va prendre celle-là, puis ils se disent mais voilà, ils ne savent pas laquelle prendre parce qu'ils ont envie de les prendre tous et ça voilà, ça c'est vraiment chouette. On ne doute pas que ce très léger malaise est vite dissipé tant l'endroit invite à une certaine douceur de vie ardennaise. Philippe, autant l'espace cuisine est un espace très ouvert, on l'a vu tout à l'heure, autant l'espace du salon, ou plutôt des salons, est un espace plus cloisonné. Oui, on a gardé l'architecture existante. Là, on a fait les ouvertures pour les fenêtres, mais à part ça, je veux dire, il y avait déjà les 3/4 des pièces qui étaient agencées. Et l'avantage, c'est qu'on est vraiment un peu chez soi, les enfants d'un côté, nous de l'autre, un bureau entre les deux, donc chacun s'y retrouve, quoi. Au niveau de la cheminée, par exemple, elle n'existait pas, vous l'avez fait faire par un artisan de la région. Oui, quand on a refait la pièce ici, donc qui était l'ancien atelier de boulangerie, on voulait un feu ouvert parce qu'on aimait ça, et puis on a en effet demandé à quelqu'un de la région de nous faire une cheminée en pierre de Bourgogne, quoi. Ça me fait rire de vous entendre parler d'atelier de boulanger ou de poulailler alors qu'on est aujourd'hui chez vous dans vos pièces de vie. Ben oui, il faut être et avoir été, mais avant il y avait des poules et aujourd'hui il y a des poulettes. Elles vont être contentes. On va évoquer un petit détail dans ce couloir d'entrée, Laurence, un détail qui prouve à quel point vous vouliez garder finalement le caractère de cette maison. En fait, on trouvait que le relief du carrelage était très sympa. Par contre, la couleur originale n'était pas très jolie. Et donc, on a décidé de repeindre le carrelage. Et c'est vrai que c'est bon de spécifier qu'il existe aujourd'hui toute une série de couleurs spécifiques et qui permettent de repeindre, entre autres, les carrelages. Autre touche plus contemporaine, c'est le simple fait d'avoir repeint tout simplement cette cage d'escalier en blanc. Ça donne beaucoup plus de clarté. C'est bien entendu une peinture au polyuréthane qui est beaucoup plus solide. Alors, vous le savez, régulièrement, on met à l'honneur dans cette émission des designers belges. C'est le cas cette fois encore avec cette société de design qui a décidé tout simplement de revisiter le mobilier. C'est coloré, tendance et tout est made in Belgium. Peter est designer et il y a 10 ans, il a l'idée un peu folle de créer ses propres meubles. Et comme il ne fait rien comme tout le monde, pour les recouvrir, il décide d'utiliser une matière innovante, un mélange de 2 produits qui, après une réaction chimique, forment une peau toute lisse. Le procédé au point, il ne restait alors à Peter qu'à convaincre un partenaire de lui fournir des mousses aux formes très variées, ce qui n'a pas été facile. Il arrivait devant mon comptoir avec un genre de peau comme ça, plastifié. Je lui dis, fous-moi le camp parce que je n'y crois pas. Mais il est revenu parce que c'est un spécial. Et maintenant, après 10 ans, ce sont vraiment des choses très particulières, vraiment pour le top design qu'on fait actuellement ensemble. Peter se charge de dessiner les fauteuils, les tabourets, les bancs, et Guy se charge de les mettre en forme. Les mousses terminées, elles prennent la direction de l'atelier de Peter dans la banlieue d'Anvers, où elles sont totalement recouvertes par le revêtement innovant. En séchant, il va former cette peau souple et brillante. Il ne reste alors plus qu'à choisir la couleur. On remplace les matériaux traditionnels comme le cuir. Le revêtement épouse toutes les formes. Et les avantages, c'est que c'est lisse, flexible, résistant à l'eau et toutes les couleurs sont possibles. Ce que Peter apprécie par-dessus tout, c'est de créer la surprise, grâce au revêtement bien sûr, et aussi à la structure des fauteuils. Il n'utilise pas de bois ni de métal. Quand les gens voient le mobilier, ils pensent que c'est dur, que c'est du bois. Mais quand ils le touchent, ils sont surpris. C'est très moelleux, très doux. Peter innove constamment, il cherche de nouvelles combinaisons. Ainsi, il a eu l'idée de recouvrir des chaises avec son fameux produit succès,
immédiat, c'est devenu un best-seller qui a d'ailleurs trouvé sa place chez Hélène, une cliente très fidèle qui adore les créations de Peter, au point de les disperser partout dans la maison et même dans le jardin. Nous voulions quelque chose d'original, de moderne et de confortable. Et puis on peut choisir plusieurs couleurs, ce qui permet de nombreuses combinaisons. Enfin, c'est facile à laver, ce qui est important avec les enfants, le chien et la piscine. Côté tarif, les poufs démarrent à environ 200 € et on dépasse les 12 000 € pour les canapés les plus onéreux. Peter, lui, innove sans cesse avec des créations toujours plus originales, à l'image de ce sac de voyage qui n'en est pas vraiment un. Bruno, c'est vous qui avez aménagé cet espace cuisine et poussé aussi Laurence et Philippe à choisir une pierre reconstituée pour le plan de travail. Oui, donc en fait, ça c'est du quartz. Donc c'est une pierre qui est broyée, qui est mélangée avec un peu de résine, de manière à la recompacter, si je peux le dire comme ça. Et le gros avantage de ce produit, c'est qu'on peut avoir des très grandes dimensions, des plaques jusqu'à 3 mètres de long. C'est très solide aussi. C'est excessivement solide. Donc la seule précaution à prendre avec ce type de produit, c'est la chaleur. Donc toujours utiliser un sous-plat quand on dépose une casserole chaude ou autre chose. Et je dis, vous savez que ça me rappelle un tout petit peu ma jeunesse, ça? Quand vous aviez des cheveux? Oh, évidemment, la mauvaise. Production belge, signature belge. Et oui, alors ici, ce sont 2 sièges dessinés par Guillaume Sonnet, qui effectivement est édité par une nouvelle maison d'édition qui a 1 an et demi. Elle s'appelle Liparus. L'idée, c'est de produire des exemplaires en nombre limité. Alors, vous avez une structure en acier laqué noir, une blanche, toutes les 2 recouvertes d'une peau de bête. Et vous aimez les peaux de bête? Ah, je trouve que c'est chaleureux, oui. Oui, puis ça fait un joli contraste aussi avec un autre matériau bien typique de chez nous. C'est le marbre, et le marbre noir plus précisément. C'est bien connu, il existe en Belgique une grande tradition dans l'exploitation de la pierre. Ainsi, le marbre noir, que l'on retrouve dans de très nombreux bâtiments, figure parmi les matériaux les plus prestigieux produits chez nous. Son exploitation ne se fait plus que sur ce site, près de Mazy, dans le Namurois. À ciel ouvert lors de ses débuts, à l'époque de la Renaissance, l'extraction proprement dite se fait aujourd'hui sous terre, à moins 66 mètres exactement. C'est par ce puits vertigineux que nous y descendons, un voyage digne de Jules Verne. On y est, nous sommes arrivés, on y va. Bienvenue dans le Dévonien supérieur. C'est en effet il y a environ 320 millions d'années que les sédiments accumulés sous les océans ont formé ces couches géologiques d'une rare densité. Dans ces galeries s'activent les derniers mineurs du pays. Ils pratiquent des carottages dans la roche, puis introduisent de la poudre noire dans les cavités. Moins détonnante que la dynamite, elle risque moins de blesser les blocs de pierre. S'il est l'objet de tant de soins, c'est bien parce que le marbre noir est très réputé, et cela dans le monde entier. Le palais de Versailles, l'Empire State Building et le Taj Mahal, entre autres, en sont ornés. Le marbre noir est certainement le marbre le plus précieux et le plus connu dans le monde entier d'ailleurs de notre région. Le moindre petit marbrier en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud connaît le marbre noir. Parfaitement uniforme, dépourvu de fossiles ou de veines de calcite, le marbre noir est donc unique au monde. Une fois travaillé comme une pierre précieuse, son poli est satiné et très agréable au toucher. C'est quelque chose de brut au départ. On n'a pas l'impression que c'est un produit noble, mais quand on voit le résultat final, là on peut se dire qu'on a fait du bon boulot derrière. Particulièrement apprécié pour la décoration intérieure sous forme de dallage ou de tablette, le marbre noir est aussi utilisé pour la sculpture d'art. Son rendu fini ainsi que sa très haute dureté en font un matériau d'exception. Des qualités qui ont un prix bien sûr, compté environ 150 € par mètre carré hors placement. C'est un produit bien sûr d'un certain prix, mais ça reste dans des limites raisonnables par rapport à la qualité offerte et par rapport à la longévité qu'on peut espérer du produit. Alors, s'il est vrai que nous n'avons pas de pétrole dans notre sous-sol, celui-ci nous offre tout de même un autre or noir, ces belles pierres tout aussi précieuses.
Virginie, voici un échantillon du bois qui a servi au bardage extérieur. C'est de l'épicéa, mais de l'épicéa un peu particulier. Et oui, parce qu'il a été traité, il a été autoclavé. Ça veut dire qu'on met le bois dans des fours et quelque part vous allez lui enlever la sève qui risque de couler. Ça va aussi atténuer le phénomène de changement de couleur. Souvent, dans un bardage bois, vous avez des nuances en fonction de l'exposition. Un pan de mur à l'ouest va prendre toutes les pluies, les vents et va vraiment griser. Ici, ça va donner un aspect uniforme aux planches de bois sur le bardage extérieur. Allez, on découvre le truc de Robert et Sarah. Bricot et tout devient possible. Il y a encore beaucoup de boulot dans la maison, mais j'ai déjà envie de profiter du jardin. Eh bien, bricolons à l'extérieur alors. Un transat? Et si on faisait plutôt un salon d'extérieur? Vendu. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces palettes? Ça, mais c'est tous les déchets de chantier. Et ça va être un canapé? Oui, rustique et recyclé. Ouais, 0 € de budget. La première chose, ça va être de monter le dossier. Et pour ça, on va d'abord démonter une palette pour récupérer des planches. On les fixe? Oui, c'est tout ce qu'il faut. Alors, cette planche-ci, on va venir la fixer là, et ça va nous permettre de maintenir le dossier. Maintenant, on fixe les montants du dossier. Oui, avec de grandes vis. Oh là, attendez, on va s'endormir là. Je pensais plus à quelque chose comme ça, vous voyez? Bah, c'est trop droit, c'est pas non plus une banquette de tram. Hein. Bon, entre les deux alors, comme ça? Ça me paraît bien. Deuxième montant. Et pour avoir la même inclinaison partout, on prend un bois et on fait un repère. Voilà. J'ai démonté une palette pour les planches de l'assise. Fantastique! Ça sera plus confortable. Hop. Ça va vous? Je teste le confort du produit. Allongé, c'est bien aussi, hein? On peut toujours compter sur vous. Hein. On place le dossier. Oui. Voilà. Reste plus qu'à mettre les pieds. À vos ordres, chef. Mais d'abord, je mets 2-3 vis. Voilà. Et voilà les pieds. C'est du bricolage 100% palette. Robert, oui, ça marche pas. Ça, c'est parce que vous utilisez trop le bout de la scie. Vous devez utiliser la partie centrale. Voilà, allez-y, essayez. Non, vous n'êtes juste pas doué, en fait. Je vais le faire, donnez-le. Visser, ça, je sais bien faire, quand même. Oui, ça, vous savez bien faire. Démolir aussi. Ça, vous savez bien faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà nos deux pieds. Qui vont aussi servir d'accoudoir. C'est pour ça qu'on va les fixer à mi-hauteur. Ici. Tester, ça, je sais bien faire. Attendez, il manque 4 pieds. Sympa, la ficelle pour aligner les pieds. Pratique, hein? Bon, puisque je ne sais pas faire grand-chose, moi, je vais aller faire des courses. Ok, à tout à l'heure. Décorer, sachez faire. Alors là, je vous tire mon chapeau pour la touche finale. C'est super. Et vous, les idées récup, c'est pas mal non plus, hein? Merci. À la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. L'enfant dormira bien. Marche pas alors. Vous n'êtes pas encore prête pour la sieste? Non, pas du tout. Par contre, vous avez envie de présenter ce deuxième fauteuil d'un autre designer de chez nous. Voilà, c'est Philippe Sumberger qui a dessiné ce fauteuil à bascule. Je vous montre un peu d'élan. Ouais. En fait, j'aime beaucoup parce que c'est une structure en acier, donc qui permet une telle forme particulière et courbe qui a été recouverte de résine époxy. Alors, il vaut mieux la laisser à l'intérieur, mais on peut la sortir comme moi Surtout quand il fait beau comme ça. à l'extérieur. Voilà. Bon, je continue ma petite chanson ou pas? Ou on écoute plutôt le générique fin Je parce que crois c'est qu'on peut déjà voir. l'heure de se quitter. On se retrouvera la semaine prochaine dans un tout autre environnement, j'espère, toujours sous ce soleil radieux. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons et vous profitez bien de la sieste. Tiens, allez, je vous balance un peu. Je ronfle ou pas? Vous faites ce que vous voulez. Do, do, l'enfant, do.
une brique dans le ventre.